lire, à penser, à écrire, à conceptualiser, qu'on va dans les musées, qu'on goûte des cuisines dignes de ce nom, ce genre de choses. Donc l'université populaire, c'est pas une université, je tiens absolument au concept université populaire, une chose qui existait à l'époque de l'affaire Dreyfus, puisque Georges Deherme est l'inventeur de ces choses-là en 1898, lui considère que le racisme et l'antisémitisme procèdent de la bêtise et qu'il faut éclairer les masses, disons-le comme ça, avec le vocabulaire de l'époque, et qu'il faut continuer à porter le flambeau des Lumières. On essaie de faire ça à Caen avec des amis, à Argentan, où j'ai créé une seconde université populaire, et on n'est pas en train de dire soignez-vous de l'école comme elle a fonctionné ou comme elle a pu vous terroriser. On est là parce qu'il y a du désir, de l'envie de savoir. Tout le monde est là. Moi j'ai fait mon premier cours il y a 15 jours, il y avait 800 personnes. On n'a forcé personne. Les gens sont là parce qu'ils ont le désir. Alors que dans l'éducation nationale, on sait très bien, moi j'étais 20 ans prof dans un lycée, s'il n'y avait pas le système répressif pour contenir les élèves dans la classe, eh bien on n'en aurait pas beaucoup qui viendraient volontairement et avec le plaisir et le désir. Alors, question à tous les quatre, avant qu'on parle des livres, qu'est-ce qu'il faut, parce que Pierre Arditi disait tout à l'heure à propos justement de cette nuit aux Fouquettes dont on a étudié, moi ce qui m'importe c'est plutôt ce dont on va parler après, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dire, transmettre, j'emploie à dessein d'ailleurs le mot de Régis Debray, non pas communiquer, mais transmettre aux enfants, aux adolescents, prioritairement. L'existence de l'autre. L'existence de l'autre, l'idée qu'on n'est pas tout seul, que le monde n'est pas construit autour de soi, qu'on est en relation, que autrui existe à peu près autant que moi, dans une perspective éthique, remettre de l'éthique. Considérer que l'autre, c'est l'association de l'autre aussi, c'est-à-dire c'est la cité, c'est la société, c'est la communauté, c'est l'État, c'est la nation, enfin c'est tout ce qui permet de fabriquer une communauté. Voilà pourquoi moi je défends l'éducation nationale. Je pense qu'elle n'est pas à casser, elle est à reprendre sur un certain nombre de fondamentaux, en faisant de telle sorte qu'on la déchristianise un peu, c'est-à-dire on considère... Ben oui, parce qu'il y a l'idée que quand il faut souffrir pour apprendre, que tout apprentissage dans la douleur est une bonne chose et que l'apprentissage dans le plaisir, c'est pas bien. Mais c'est possible à raconter ça aux enfants? Je pense que oui. Moi je crois que les... Il n'est pas timide, là, tout d'un coup. Non, je crois qu'il faut être supporter des enfants. C'est un drôle de concept, c'est-à-dire que il faut jamais... Comme des fans de foot, quoi. Oui, surtout quand ça va mal. C'est-à-dire que supporter quand ça va bien, c'est fastoche. Mais par contre, quand ça va mal, le vrai supporter, c'est... On sent le Marseillais, hein, le type qui est impliqué par un truc qui le concerne tous les jours. Tout le nez, ouais. C'est pas tout à fait pareil, c'est rubistiquement plus correct. Donc je veux dire que l'idée, c'est que être supporter, c'est ne jamais fonctionner par mépris, t'es nul, t'y arriveras pas. C'est-à-dire que les processus d'anticipation, c'est de dire j'ai confiance en toi. Et je trouve que c'est ça. C'est quand ça va bien, être parent d'un gosse sympa, c'est la majorité, qui travaille, qui nous respecte, qui rit un peu de ce qu'on raconte. Il manquerait plus que d'être pas bon parent, quoi. Mais quand c'est difficile, c'est là où il faut tenir bon. Un peu comme, vous m'avez propulsé vers la Méditerranée, quand on marche au pré-serré, quoi. Avant d'avoir le large, il faut remonter contre le vent et tenir bon avec la barre, en ne perdant pas le cap. Moi, je trouve que c'est ça l'école. Donc être fan des enfants, les soutenir. Tout à l'heure, donc mon voisin de gauche, Xavier Darcos, disait faire découvrir l'autre. Qu'est-ce qu'il faut transmettre quand on est ministre de l'Éducation nationale ou en dehors de cette situation officielle? D'abord, je peux dire quand même qu'il n'est pas toujours vrai que les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école et qu'ils ne sont pas heureux. Moi, je comprends qu'ils aient envie dans des universités ouvertes, qu'il y ait d'autres formes d'enseignement, mais les petits-enfants qui vont à l'école primaire sont généralement très contents d'y aller. Ouais. Et il y a un certain bonheur d'apprendre quand même chez les enfants assez tardivement. En revanche, c'est vrai que le poids du déterminisme sociologique n'est pas conjuré par l'école aujourd'hui. Les chiffres ne sont pas bons à cet égard. Ouais. Hein. C'est l'échec total. Lorsqu'on prend un élève qui arrive, une cohorte d'élèves qui arrive en 6e, lorsqu'on regarde parmi ces élèves de 6e, combien il y en a qui ont déjà redoublé une fois, qui ont un an de retard, et qu'on analyse sociologiquement ces élèves qui ont un an de retard, vous avez 3% de fils de professeurs, 7% de fils de cadres, 25% de fils d'ouvriers et 41% de fils inactifs. Donc déjà l'école a profondément imprimé le poids sociologique. Alors cela dit, je réponds, que faut-il apprendre? Mais il faut apprendre d'abord. Je crois que l'école a eu pendant un moment d'hésitation, un peu d'hésitation sur son rôle de transmission. Elle avait peur précisément qu'on la déteste, qu'elle soit démodée, qu'elle soit ringarde, parce que dans un univers de communication, d'hypercommunication, elle jouait le rôle un peu de verticalité, elle continuait à dire des choses qu'il faut savoir, qu'il faut transmettre, et ce n'est pas toujours très facile. Et cette transmission, c'est d'abord évidemment un peu rétrograde, il faut transmettre des choses qui étaient avant nous.
Et par exemple, le langage qui était avant nous. Par exemple, les référents culturels, les référents sociaux. Il faut connaître les usages. Et tout ça, évidemment, c'est un apprentissage qui n'est pas forcément donné de soi, qui n'est pas forcément agréable très directement et qui est indispensable à qu'on soit liberté. Je crois que l'une des erreurs qui a pu être faite dans l'idéologie de l'école dans les années 70, c'est de croire que la liberté est un point de départ, qu'il fallait se construire, s'inventer à partir de sa propre liberté. Alors que c'est quand même un point d'arrivée, qu'il faut beaucoup de travail pour faire un homme libre, qu'il faut apprendre beaucoup de choses et qu'il faut peut-être se construire. Je suis toujours surpris aussi quand je lis Michel Onfray, que je lis, dont je connais le travail, je suis toujours surpris qu'il ait considéré que le poids du religieux soit si fort sur l'école de la République, alors qu'elle s'est construite contre le religieux tout de même. Évidemment par une sorte de laïcité, de religion à l'envers, dans une certaine mesure. Les écoles normales, c'était des séminaires laïques, la morale, c'était en quelque sorte une morale chrétienne laïcisée, mais quand même, l'idéologie scolaire était profondément anticléricale. Et même les grandes batailles qui ont suivi la première génération des instituteurs, je disais vers 1910, quand se sont constituées les grandes mutuelles, quand se sont constitués les grands syndicats, les mouvements sociaux, se sont construits à partir d'un refus de l'Église, quand même, après la séparation de l'Église et de l'État. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le poids de la souffrance, de la mythologie de la sauvegarde de soi par la souffrance, par l'épreuve, soit si quand même encore présente dans l'école émancipatrice plutôt qu'est l'école française. Jacques Attali, sur la transmission, tout à l'heure on parlait de l'importance de Gandhi dans le système que vous avez défini, mais qu'est-ce que vous diriez finalement, vous qui avez absolument tout réussi à l'école, justement vos enfants, vos adolescents aujourd'hui? Je dirais ce que je dis à mes enfants, c'est-à-dire trouver ce pourquoi vous êtes génial ou ce pourquoi vous trouvez du plaisir. Et quand vous êtes déterminé socialement. Alors justement, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut, et Michel Onfray a magnifiquement raison de le faire, il faut donner des chances multiples. La seule chance, le drame de l'école française, c'est qu'une fois qu'on a raté une première fois, on va nulle part. Le deuxième drame de la société française, c'est que l'effort n'est pas récompensé. C'est l'effort conduit pas toujours au succès. On réussit plus comme footballeur ou dans le spectacle, qui parfois n'exige pas des études brillantissimes. Mais surtout mieux payés. Et qui sont beaucoup mieux payés, donc réussir au sens là. Donc le lien entre l'effort et la réussite n'est pas là. Et donc, notre société a rendu l'école illégitime. Alors, vous me parliez de Gandhi. Gandhi, lui, il a fait un programme scolaire extrêmement précis, qu'il a proposé à l'Inde et que l'Inde a appliqué dans les premières années, qui était prioritairement apprendre la culture ancienne, tout savoir de son passé, de son identité personnelle. Deuxièmement, apprendre à méditer, apprendre à se maîtriser soi-même, apprendre à se contrôler. Troisièmement, à faire un enseignement ultra pratique, apprendre à connaître la nature, à faire des travaux pratiques, à faire ce qu'on appellerait l'école, les travaux pratiques. Et cette maîtrise de soi est absolument fondamentale parce que c'est celle qui permet d'aller jusqu'à la découverte de ce pourquoi on est doué. L'école est une des façons de découvrir ce pourquoi on est doué, mais il y a des tas de gens qui le trouvent autrement. Et dans le monde d'aujourd'hui, vous savez que la télévision est une sorte de contre-école et que les modèles qui sont donnés aujourd'hui peuvent être... Alors non seulement vous avez le système qu'on vient de définir, qui est un système socialement terriblement injuste, mais maintenant vous avez un contre-système qui s'est installé, qui est un système de passivité absolue avec un modèle de développement qui est totalement différent. On ne trouve plus, il n'y a plus assez d'élèves dans les écoles, dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Tout le monde veut être chanteur, personne ne veut être chimiste, personne ne veut être ingénieur, et c'est une tragédie dans la société moderne française, mais occidentale en général. Plus personne ne veut faire de sciences. Vous parliez tout à l'heure de maths. Plus personne ne veut faire de sciences, parce que plus personne ne veut faire d'efforts, parce que c'est d'ailleurs moins récompensé. C'est la télé. Je pense que la télévision est pour beaucoup, parce que la télévision a installé un univers de naïveté et de privilège de l'enfance, d'une sorte de société où le conte pour enfants définit la règle morale, qui est évidemment détestable. Oui, ce qui est quand même nouveau, c'est que les enfants passent plus de temps que naguère devant aussi les écrans d'Internet. Et que autrefois, en enfant, passait plus de temps à la télévision qu'à l'école. C'est un aspect positif. Et maintenant, il y a quand même quelque chose de plus interactif, plus construit, évidemment, peut-être plus dangereux dans certaines mesures, mais enfin, qui exige un peu d'interactivité quand même. Et ça, c'est un fait nouveau dont l'école mesure la concurrence sans pouvoir vraiment l'utiliser. La maîtriser. Non, je voudrais... Comme ça, je peux intervenir sur les deux, ça me plaît. Exprimez-vous. Oui, je suis prêt. Alors donc, je veux dire que sur ce que vous dites de Gandhi, ça m'évoquait des situations cliniques très très précises. Quand
44% des consultations en pédopsie sont pour l'échec scolaire. C'est fabuleux parce qu'on peut se demander si les pédopsychiatres sont bien adaptés. On peut se demander, on peut se poser la question. Et alors, on est confronté à un enfant, par exemple, qui vient avec ses parents et qu'on attaque, quoi. Quand on lui dit bah, « t'es pas bon en français, t'es pas bon en maths ». Je crois qu'il faut renverser la chose et dire « en quoi t'es bon ». Voilà. Oui, bien sûr. Exactement. En quoi t'es bon. En quoi t'es bon, il viendra peut-être après sur La ses fonction difficultés. C'est lui principale qui de dira... l'école, ça doit être d'aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont bons. Donc, C'est même donc, génial. C'est ce que fait tout éducateur. Il ne faut pas non plus avoir la caricature du prof réa qui est coincé. Deuxième et point punitif, sur ce c'est quand même que- pas sur- vraiment vrai. Non, moi, c'est pas une attaque du tout sur les profs. Je dis le psy, c'est-à-dire que le psy, il faut bien dire que c'est l'entonnoir de ce qui va mal. Je ne suis pas épidémiologiquement correct. Je vois ce qui va mal, je vois pas ce qui va bien. Je comprends. Je vois pas les gosses qui vont bien, parce que ça serait bien. Ah oui. Ça m'aiderait, mais je vois en général ceux qui vont Les mal. ministres non plus, ils n'entendent que parler que des Non, problèmes. donc on voit toujours ce qui va mal. Sur le plan de l'Internet, alors il y a des choses effectivement très, très passionnantes. D'abord, ça relance les cris. Ça relance les cris pour les gosses, c'est-à-dire que blogs. les sérénades corses, la sérénade pour séduire quelqu'un avec une guitare derrière des jalousies, c'est maintenant sur MSN, sur Messenger. Bien sûr. Donc, et moi j'ai une histoire très très belle d'un petit garçon, d'un jeune homme qui était hospitalisé dans mon service, qui était sur fauteuil et qui a voulu apprendre l'anglais. Pourquoi ? Il a voulu apprendre l'anglais parce qu'il avait plein de fiancés sur Messenger qui ne savaient pas qu'il avait cette infirmité l'empêchant de marcher. Et il est séduisé par le net. Et je trouve que là, il y a quelque chose de joli C'est dans une relance érotique. Roxane et Cyrano. Oui. Alors, les livres de Michel Onfray, plongeons dans ces livres, c'est important. Tout à l'heure, on évoquait celui de Gandhi. Donc, La pensée de midi, je le disais tout à l'heure, c'est un hommage qui est donné ou dressé pour Albert Camus. Et je voudrais qu'on fasse le lien entre La lueur des orages désirés, qui est le journal hédoniste, donc votre journal, et cette contre-histoire de la philosophie. Pourquoi ce lien ? Parce que dans le journal, il y a un chapitre qui s'appelle Racaille, Karcher et philosophie, où vous dénoncez d'une manière assez drôle et assez violente beaucoup de gens qui occupent l'espace médiatique et philosophique d'aujourd'hui, y compris d'ailleurs Jacques Attali, mais aussi Alain Badiou, Hélène Carrère d'Encausse, l'inénarrable Jean Baudrillard. Et en fait, si j'essaie de simplifier, mais vous allez raffiner derrière, vous les comparez, enfin j'ai compris ça, ils ressemblent un peu aux philosophes célèbres des Lumières, Voltaire, Rousseau, qui n'ont fait que conforter le système en place, dites-vous, qui est un système monarchique et quand même vaguement déiste quelque part, contre les révolutionnaires que vous avez découverts, qui sont des véritables bouts de feu du système en place. Donc est-ce qu'il y a un lien et pourquoi vous les dénoncez? Parce que j'ai quand même senti ça. Non, il n'y a pas de lien. Il y a quand même une attitude commune. Non, pas du tout. Mais Alors, allons-y. le principe, c'était, j'ai un ami au Japon qui me disait, mais on a des images de ce qui se passe dans les banlieues, mais c'est la guerre en France, dit-il. c'est vrai. Alors je dis non, c'est pas exactement la guerre. Il me dit, mais il se passe quoi exactement? Et je lui ai dit, écoute, il rentre tous les hivers, on passe Noël ensemble, et je lui dis, je te découpe tout ça. Et j'ai archivé, et j'ai cherché ce qui avait été écrit sur les explications qui ont été données. C'était assez consternant, de fait, de voir les explications qui étaient données, qui toutes évitaient la politique, qui toutes évitaient la question du libéralisme, et qui permettaient à chacun d'y aller sur ses obsessions. Alors bon, j'écrirai pas ces choses-là sur Baudrillard parce qu'à l'époque il était vivant, mais c'est vrai que Baudrillard y est allé sur le simulacre, sur le signe, ce qui avait lieu n'avait pas lieu, mais et à l'inverse, ce qui avait lieu, etc. Enfin, tout cette espèce de délire. On retrouvait les grands accents de BHL c'était très lyrique, c'était extraordinaire, ça rappelait la barbarie à visage humain. Jacques Attali nous disait des choses extraordinaires comme si... Express, 10 novembre 2005, magnifique banlieue, notre marxien libéral et mondialisé déplore les 20 dernières années d'inaction politique, de l'hypocrisie et d'hypocrisie intellectuelle. Je rêve, que faisait cet intellectuel aux côtés de Mitterrand en jouant l'éminence grise du fossoyeur de la gauche pendant 2 septennats? Question. Question. Non. Je réponds. Vous avez posé une question. Je vais répondre. Question, point d'exclamation. Je vais répondre. Je trouvais étonnant que personne n'aborde la question politique et qu'on ait une espèce de grand délire sur ce sujet. Ça a disparu. Il n'y a plus les problèmes des banlieues, dit-on, parce qu'il n'y avait plus les couvertures médiatiques sur ce sujet-là. Ça a disparu.
et on n'a toujours pas fait d'analyse politique. Et je concluais, alors c'est sur le mode ironique, il aurait fallu aussi le lire de manière ironique, j'ai repris sur les choses qui ont été dites, il y avait Solers aussi et Badiou sur un certain nombre d'interventions comme celle-ci, et je disais évacuation totale du politique. On ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas de cause, ça descend du ciel, et je trouvais que peut-être, en ce qui concerne Jacques Attali, effectivement, il y avait un passé qui était aussi un passif chez Jacques Attali qui aurait pu permettre de dire, effectivement, en 20 ans, on n'a rien fait. La gauche n'a rien fait. Quand la gauche est devenue libérale en 83, elle a rendu ces choses-là possibles. Alors un peu d'autocritique aurait permis peut-être qu'on dise que, à partir du moment où la gauche est devenue libérale, eh bien, on a balancé ces gens-là soit dans le désespoir, soit pour d'autres dans les bras de Le Pen. Donc c'était une analyse politique qu'on pouvait faire et qui n'a pas été faite. Alors je reviens, je vais faire ma question longue tout à l'heure dans la version courte. Est-ce que les intellectuels d'aujourd'hui, type Jacques Attali, sont des gens qui finalement aident le pouvoir à se conserver? Et est-ce que, je ne parle pas des œuvres, hein, mais est-ce que de ce point de vue-là, on n'est pas en plein, saute sur l'autre livre, c'est-à-dire sur Voltaire, qui finalement ont conseillé les puissants, comme Jacques, ont éduqué les dauphins, et n'étaient pas en rupture. Pour le coup, vous avez raison, il y a une ligne de fracture. Elle travaille l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée, l'histoire des idées. Il y a les résistants et les collaborateurs. Ça paraît clair. Ça, c'est violent. Non, il y a Attali et collabo. D'accord, non, pardon. Je retire le mot collaborateur. Je n'entendais pas au sens Vichy. Il n'y a pas que ça dans la vie quand on utilise le mot collaborateur. C'est très important. Demandez à François Fillon, il sait bien qu'on utilise le mot indépendamment de la connotation. Je retire, ça peut passer pour une insulte. Je dis, il y a ceux qui sont du côté du pouvoir et ceux qui résistent au pouvoir. Disons-le comme ça, on évitera résistance et collaboration. Vous avez raison, c'est connoté politiquement et je ne voulais pas ça. Il y a des gens qui sont d'un côté de la barricade, où on trouve effectivement les rois, les puissants, les gens du jour. Ça change de roi, on trouve les mêmes. C'était Mitterrand, c'est aujourd'hui Sarkozy, ce sont toujours les mêmes conseillers qui conseillent. Et je trouve qu'il y a en face des gens, ceux dont je fais l'histoire à l'Université populaire et dans cette contre-histoire de la philosophie, en disant il y a eu des philosophes qui n'ont pas, permettez que j'utilise le mot collaborer en disant que j'y mets des guillemets, qui n'ont pas collaboré avec les pouvoirs en place, puisqu'on est dans le XVIIIe siècle. Il y a Jean Méliès, il y a Lamétrie, il y a Helvétius, il y a d'Holbach, Sade si l'on veut, dont je dis beaucoup de mal par ailleurs, mais je dis il y a effectivement une pensée de la résistance, une pensée qui résiste au monde comme il est. Et je trouve que c'est plutôt de ce côté-là que la critique est intéressante. Et on retrouve au XXe siècle exactement la même chose avec un Sartre et un Raymond Aron, par exemple. Ça continue, et on retrouve la même chose aujourd'hui avec un Luc Ferry, si on voudra, et d'autres.